Bonjour à tous. Écoutez, bienvenue pour ce webinaire Gaz à l'énergie sur le thème du fonds de compensation carbone gaz à l'énergie et la présentation de l'appel à projet en Moselle. Alors, on est ensemble pour 1 heure, donc de 14h30 à 15h30. 3 intervenants présenteront ce webinaire. Alors, Camille Jaffrelot, directrice du cabinet de la présidence et directrice de la communication de Gaz à l'énergie, présentera le contexte du redémarrage de la centrale de Émile Huchet et le contexte du fonds de compensation. Moi-même, Pierre-Jean Deloum, donc moi je suis responsable compensation carbone chez Gaz à l'énergie, je prendrai la parole et je vous présenterai les grandes lignes du fonds de compensation et de l'appel à projet en Moselle. Ensuite, je céderai la parole à Nicolas Ferrière de la société Carbonap. Donc Carbonap est un spécialiste de la compensation carbone qui accompagne Gaz à l'énergie dans le cadre de l'appel à projet mosellan. Donc Nicolas Ferrière présentera les types de projets éligibles au fonds de compensation et les règles d'éligibilité. Alors, avant de vous présenter le plan et de rentrer de plein pied dans ce webinaire, déjà quelques règles. Alors, il faut savoir que ce webinaire, il est enregistré. Donc, vous pouvez bénéficier d'un replay qui vous sera transmis après cette session. Vous disposez d'un module de chat. Alors, vous ne pouvez pas intervenir en direct à l'oral dans ce webinaire, mais par contre, vous avez un module de chat dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions. Alors, on prévoira, on va le voir ensuite dans le sommaire, mais on prévoit un moment d'échange à la fin du webinaire. Néanmoins, n'attendez pas forcément la fin du webinaire pour commencer à poser vos questions. Posez-les au fil de l'eau, on les notera et on essaiera d'y répondre à la fin de la présentation. Tout va dépendre du nombre de questions qu'on aura. Si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, on les notera et on rédigera une FAQ avec l'ensemble des questions qui nous sont posées, avec les réponses évidemment, et on vous transmettra cette FAQ. Bien entendu, le plus important pour cette présentation, c'est d'identifier des projets de compensation carbone qu'on va vous présenter. Donc, on laisse, donc vous avez nos contacts à Nicolas et à moi-même dans cette slide. Toutes les slides comportent nos contacts, donc vous pourrez nous joindre facilement à l'issue du webinaire. Alors, donc, comme je disais, on est ensemble pendant 1 heure. Camille Jaffrelot va présenter le contexte du fonds de compensation. Ensuite, donc, je prendrai la parole pour vous présenter les grandes lignes du fonds, le label bas carbone, l'appel à projet qu'on est en train de mener en Moselle. Ensuite, Nicolas Ferrière vous décrira les types de projets éligibles pour notre appel à projet et les manières de nous communiquer les éléments pour qu'on commence à préqualifier votre projet. Et ensuite, comme je disais, on terminera par une séance de questions-réponses où on essaiera de répondre à toutes vos questions. Et donc, je cède la parole à Camille Jaffrelot. Bonjour à tous, merci Pierre-Jean. Donc, comme vous le savez peut-être, le fonds de compensation carbone de Gaz à l'énergie a été créé dans le cadre du redémarrage de la centrale à charbon de Saint-Avold, qui a permis et qui va continuer à permettre de sécuriser le système électrique national. Au titre de ce redémarrage, nous sommes amenés à compenser toutes les tonnes de CO2 émises de manière additionnelle par rapport à ce qui était prévu initialement. Et ce fonds est aujourd'hui doté d'à peu près 7 millions d'euros. La centrale, elle va continuer sa production, finalement. Vous avez pu entendre la déclaration du président de la République. Et puis, on va décarboner la tranche avec de l'injection de pellets, donc en fait de copeaux de bois dans le mix combustible. Mais donc, ce fonds continuera à être alimenté au gré du fonctionnement de la centrale. Pour chaque tonne de CO2 émise, en fait, on met 40 € dans un fonds qui donc va financer les projets qu'on va ensuite évoquer. Le but depuis le début, c'est de réussir à financer des projets locaux qui sont vraiment en proximité de la centrale et d'en faire émerger de nouveaux
Et donc on a, dès le début, mis en place un partenariat avec le conseil régional, du Grand Est et avec l'implication aussi très forte, des collectivités autour de notre site, dont la communauté d'agglomération, de Saint-Avold, par exemple. Le but donc maintenant avec cet appel à projets, c'est vraiment de réussir à faire émerger un maximum de projets et de pouvoir vous accompagner. Pierre-Jean a parlé de la société Carbonap, donc ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que Carbonap est mandaté par Gazelle Énergie. C'est financé en plus de ce fonds de compensation carbone, sur nos fonds propres, afin de pouvoir vous accompagner dans la réalisation des dossiers. Parce qu'on sait que parfois ça peut être un peu compliqué de monter ce type de dossier. Donc le but, c'est vraiment qu'on s'en occupe à votre place. Mais par contre, il faut vraiment que vous nous fassiez remonter les projets pour qu'on puisse vous aider à construire ces dossiers. Voilà, je vais laisser Pierre-Jean maintenant vous présenter le fonds de compensation. Merci. Merci Camille. Alors, déjà quelques règles, les règles générales du fonds de compensation carbone. Donc, Camille en a parlé, donc c'est dans le cadre du redémarrage de la centrale. Le but du fonds, c'est de financer des projets de compensation carbone. Alors, quand on parle de compensation carbone, on parle en fait d'actions qui vont être mises en place pour séquestrer du carbone ou réduire des émissions de CO2. Voilà, c'est ce qu'on appelle un projet de compensation carbone. Ce qu'il faut savoir, c'est que des projets de compensation carbone, il en existe de plein de sortes différentes. Ce qui va marquer la différence, c'est le fait qu'un projet bénéficie ou pas d'un label, et de quel type de label il bénéficie. Dans l'écosystème, dans le monde de la compensation carbone, vous avez différents types de labels, la plupart des labels étant des labels internationaux. Ici, le label qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle le label bas carbone. Alors le label bas carbone, qu'est-ce que c'est? C'est un label qui a été créé par le ministère de la Transition écologique en 2018 et qui certifie, qui valide des projets de compensation carbone sur le territoire français uniquement, selon un certain cahier des charges. Donc ce cahier des charges, on va vous l'expliquer un peu plus tard dans ce webinaire. Donc aujourd'hui, le fonds de compensation carbone de Gazelle Énergie, il doit financer des projets de compensation carbone qui respectent le cahier des charges du label bas carbone. Un autre point important, donc Camille en a parlé, le fonds il est abondé à hauteur de 40 € fois le nombre de tonnes de CO2 additionnelles que la centrale Émile Huchet émet sur sa période de production. Et il y a une question aussi qui est géographique. Aujourd'hui, le fonds doit financer des projets en priorité dans le département de la Moselle, ensuite en seconde priorité dans le reste du territoire du Grand Est, et en troisième priorité dans le reste du territoire français. Alors, très brièvement, un petit peu de pédagogie. Comment ça se passe le financement d'un projet de compensation carbone? Alors, de manière très simplifiée, vous avez deux grands types d'acteurs. Le premier acteur, c'est la personne, l'entité en fait, qui va mettre en œuvre les actions, le projet. C'est ce qu'on appelle le porteur de projet. En face de ce porteur de projet, vous avez un acteur qui va financer le projet. Donc le financeur, en l'occurrence ici, Gazelle Énergie. Donc, en échange du financement, c'est-à-dire que le financeur finance le projet, que ce soit un financement total ou partiel, ça va dépendre des types de projets. Le porteur de projet, grâce à ce financement, met en œuvre le projet et sont produites à l'issue de ce projet ce qu'on appelle des réductions d'émissions, ou plus communément appelés des crédits carbone. Le terme crédit carbone est un peu plus populaire que réduction d'émissions. Ici, dans le cadre du label bas carbone, on parle de réduction d'émissions qui sont crédités en faveur du financeur en échange du financement qu'il a apporté. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre du label bas carbone, donc c'est un label qui a été créé par les équipes du ministère de la Transition écologique. En revanche, les projets sont validés et labellisés par l'EDREAL. Donc c'est vraiment les entités qui valident les projets. Enfin, point très important, il faut savoir que le financement d'un projet de compensation carbone, il dépend des réductions d'émissions qui sont générées, donc des tonnes de CO2 qui sont compensées par le projet.
Donc en fait, la valeur le montant du financement qui est apporté par un financeur, c'est le nombre de réductions d'émissions qui sont apportées par le projet fois un prix en euros par tonne de CO2. Très brièvement, la stratégie de financement du fonds, pardon, la stratégie du fonds de compensation. Alors, il faut savoir que le décret qui encadre les obligations et les grandes règles du fonds de compensation, il a été publié en septembre 2022, donc il y a un peu plus d'un an. En un an, il y a eu un important travail qui a été mené avec nous et avec différentes entités, donc avant tout des différentes entités publiques comme le ministère de la Transition écologique, évidemment, l'État local, la préfecture, la direction départementale des territoires, la DREAL, la région Grand Est, le conseil départemental, les collectivités mosellanes. On a également eu de nombreux échanges avec les principaux acteurs mosellans des secteurs forestiers, agricoles et du bâtiment, et également avec différents acteurs de la compensation carbone en France. Ces échanges, elles nous ont permis de mettre en place le fonds de compensation, de définir une stratégie et également d'identifier des premiers projets éligibles au label bas carbone et financés par le fonds Gazelle Énergie. Alors, comme Camille l'a présenté en introduction, le fonds, à date, il est doté de 7 millions d'euros. 7 millions d'euros, ça correspond donc à la dotation à date. Ça n'est pas la dotation finale, car la période de production de la centrale n'est pas terminée. Néanmoins, aujourd'hui, on sait que 7 millions d'euros sont dédiés au projet de compensation carbone. Donc exactement 6,9 millions. Sur ces 6,9 millions, 3,6 millions ont déjà été fléchés sur des projets label bas carbone existants en Moselle en priorité et ensuite dans le Grand Est. Alors, quand on dit projet existant, on parle de projets qui ont été identifiés avec des tonnes de CO2, des réductions d'émissions qui ont été estimées, des projets qui sont labellisés, et donc ça correspond à cette enveloppe de 3,6 millions, répartie entre les secteurs forestiers et agricoles. On vous présentera juste après de quel type de projet on parle. Donc, il nous reste donc 3,3 millions à dépenser. Ces 3,3 millions, on veut les consacrer au département de la Moselle. Le but, c'est d'identifier des nouveaux projets mosellans sur tout le spectre des types de projets éligibles au label bas carbone. Et donc, le but, c'est d'identifier ces projets, de vérifier l'éligibilité au label bas carbone et en cas d'éligibilité, de soumettre aux porteurs de projet une offre via le fonds de compensation. Si l'offre est acceptée ensuite par le porteur de projet, le projet est financé, il se réalise pour produire les réductions d'émissions. Alors c'est la raison pour laquelle on a lancé depuis quelques semaines, quelques mois, un appel à projets en Moselle dans le but d'identifier ces nouveaux projets. Alors, on va vous présenter juste après de quel type de projet on parle, mais juste avant, les règles principales de l'appel à projet qui a été lancé. Donc, il faut savoir que l'appel à projet, il est actif jusqu'à la fin de cette année. Donc, vous avez jusqu'au 20 décembre 2023 pour nous envoyer vos éléments à partir du cahier des charges qu'on va vous présenter juste après. Alors, vous le verrez, certains types de projets sont peut-être assez chronophages en termes de documents à nous transmettre pour qu'on vérifie l'éligibilité. La date du 20 décembre, elle n'est pas, vous n'avez pas à nous fournir un dossier complet au 20 décembre. Ce qu'il faut qu'on ait au 20 décembre, c'est déjà la connaissance de votre projet, donc de quel type de projet on parle, s'il s'agit d'un projet de replantation de forêt, s'il s'agit d'un projet de rénovation de bâtiments, etc. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Il faut qu'on ait des métrés, des mètres carrés, des surfaces en hectares, etc. Et il faut déjà, nous, qu'on puisse évaluer si c'est éligible, faire une première préqualification, si c'est éligible au label bas carbone. Même si on n'a pas tous les éléments au 20 décembre, ça va nous permettre de prendre en charge votre dossier. Ensuite, le dossier pourra être instruit au-delà du 20 décembre. Alors, comme on le disait, on travaille avec Gazelle Énergie travaille avec la société Carbonap, qui est un expert du label bas carbone, qui est mandaté pour vous aider à construire les dossiers et à vérifier l'éligibilité des projets. Et donc, Nicolas Ferrière de Carbonap vous présentera les projets juste après. Ce qu'il faut savoir également, c'est que l'appel à projet, il est ouvert à tout type de structure.
collectivités, entreprises, même particuliers. En fait, on colle aux règles du label bas carbone qui rend tout type de porteur de projet éligible, selon les types de projets. Là, on va vous expliquer de quel type de projet on parle, mais sachez qu'on a produit des fiches d'éligibilité synthétiques qui vont vous permettre d'identifier les éléments à nous transmettre pour qu'on identifie l'éligibilité de votre projet. Alors, si vous n'avez pas reçu encore les fiches qu'on a déjà diffusées assez largement en Moselle, on vous les diffusera de toute manière à l'issue du webinaire. Ce que je disais auparavant, c'est qu'en cas d'éligibilité du projet, Gazelle Énergie vous fera une proposition de financement. Et point très important, et ça c'est une des règles principales du label bas carbone, il faut absolument que les travaux n'aient pas débuté avant le début de l'instruction au label bas carbone. Parce que un des critères les plus importants du label bas carbone, c'est l'antériorité. Donc il faut absolument que les travaux n'aient pas débuté. Je vais céder la parole à Nicolas Feria, donc qui va vous présenter, qui va vous dire de manière concrète de quel type de projet on parle, ce qui va vous donner des idées. Alors, merci Pierre-Jean. Donc, effectivement, on va balayer ensemble les différents types de projets éligibles à ce fameux label bas carbone. Ils sont de différents types dans différents secteurs. Les secteurs un petit peu traditionnels de la compensation carbone, ce sont les secteurs du vivant. De façon générale, ce sont les secteurs forestiers et agricoles. Donc, parmi ces secteurs, on a différents types de projets qui sont éligibles. Les plus communément rencontrés, ce sont les reboisements et surtout les reboisements de peuplement qui ont été impactés par des attaques de scolytes. Dans le Grand Est, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. C'est aussi des nouveaux boisements de terres qui n'étaient pas boisées auparavant. Ça peut être aussi bien des terres agricoles que des friches ou parfois, dans certains cas, des anciennes carrières ou des anciens sites qui ont été un petit peu laissés en libre évolution. Il y a aussi, troisième point, le balivage qui va concerner des forêts déjà en place. Et la ville arborée qui vient de rentrer dans la danse, ce qu'on appelle aussi arbre en ville. C'est une méthode qui est en cours de finalisation, qui est en cours de publication au niveau du label bas carbone, c'est-à-dire que ces projets-là vont devenir éligibles très prochainement, et donc on peut commencer à les étudier aussi. En jaune, donc le secteur agricole, avec différents types d'exploitation, des élevages bovins, que ce soit à destination de la filière laitière ou viande, les grandes cultures, donc plutôt des exploitations donc céréalières, agricoles, mais aussi les haies avec la plantation de haies bocagères, que ce soit dans l'agriculture ou dans une collectivité, la plantation de haies est éligible, et les vergers. Donc on est aussi sur des parcelles agricoles généralement, mais ça va être vraiment de la plantation d'arbres fruitiers, que ce soit des fruits à coque, des fruits à pépins, des fruits à noyaux. Toutes ces plantations sont éligibles. Dernier point qu'on appelle écométhane, et qui va vraiment représenter la partie alimentation des élevages bovins, et qui est une méthodologie un petit peu spécifique, qui concerne aussi les élevages bovins comme la première. On peut avancer, on va donner des exemples après. Autre secteur qui est également à considérer, donc là on sort du secteur du vivant dont on vient de parler, on est plutôt dans l'urbain avec tout ce qui relève de la rénovation ou de la construction neuve. Donc rénovation de bâtiments, ça sous-entend deux choses. La première chose, c'est mettre en place des produits ou matériaux qui sont biosourcés, c'est-à-dire qui sont par exemple en bois, en fibre
en fibre de bois, en laine de coton aussi, on en a entendu parler. Donc des produits biosourcés ou bas carbone qui sont mis en place dans un projet de rénovation. Mais ça fait aussi appel à toute la filière du réemploi et de l'économie circulaire. Donc, quand on rénove une école, eh bien, tout n'est pas à jeter. Il y a un certain nombre de produits, d'équipements, que ce soit des planchers, des faux plafonds, des vasques, des portes battantes, etc. Un certain nombre de choses qu'on peut réemployer et donc cette économie circulaire peut aussi être financée. Il y a le bâtiment neuf dont évidemment on a aussi des sujets de construction biosourcée, et donc là, c'est principalement l'intégration de matériaux biosourcés dans la construction neuve qui va être éligible, parce que ce caractère biosourcé des produits, en fait, va stocker du carbone à long terme pendant toute la durée de vie du bâtiment. Dernier point qui relève aussi bien du bâtiment qu'un petit peu des transports quand même, c'est la création de tiers-lieux. La création de tiers-lieux permettant de réduire des déplacements sur les territoires, eh bien, on génère des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'est aussi un type de projet qui peut être éligible. Sachez que ces typologies de projets, ils sont un petit peu en constante évolution. Donc il y a de nouveaux projets qui deviennent éligibles, comme Arbre-en-Ville, on l'a vu tout à l'heure. Il y en a d'autres aussi qui sont à l'étude. Et donc on vous transmettra les fiches d'éligibilité de l'ensemble des projets. Et dès qu'un nouveau projet devient éligible, c'est-à-dire est officialisé par le label bas carbone, eh bien on vous transmettra aussi les fiches d'éligibilité. Donc n'hésitez pas à nous recontacter pour qu'on puisse vous transmettre la liste de ces fiches ultérieurement. Alors on va rentrer un petit peu dans quelques détails, dans quelques éléments chiffrés, puisque c'est l'objet aujourd'hui, et on va commencer par un premier projet. Première typologie de projet, c'est le reboisement d'un peuplement forestier qui aurait été impacté. Alors ici, on parle de scolites. Ça peut être aussi bien des scolites que des dégâts climatiques. Ça peut être des tempêtes, ça peut être des incendies dans certaines régions françaises. Enfin, ce sont vraiment des projets pour lesquels on a un dépérissement massif du peuplement. Et donc ici, on a un type de projet qui a été identifié en Moselle et qui va concerner les attaques de scolites. Pour ces méthodes forestières, surface minimum de 0,5 hectares, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, il n'y a que cette limite-là, on va dire, en termes de surface. On peut réunir quelques petites parcelles attenantes les unes des autres. On peut les réunir pour atteindre ces 0,5 hectares, mais un dossier doit faire ce minimum de 0,5 hectares. Les travaux de plantation ne doivent pas avoir débuté, c'est-à-dire qu'il faut toujours qu'on puisse notifier le projet avant que les travaux démarrent. Donc ça, c'est vraiment important. Après, sachez que la notification, c'est quelque chose de très simple, et on peut notifier une intention de dépôt de dossier sans avoir eu l'ensemble du dossier. Dès qu'on peut vérifier l'éligibilité ensemble et qu'on voit qu'un dossier sera possible, en fait, on envoie une notification. Ça nous permet de matérialiser l'antériorité et ça nous permettra éventuellement de monter ce dossier peut-être pendant le début de la plantation si jamais on notifie juste avant. Donc voilà, cette notification, ce n'est pas une étape complexe, et même si les travaux démarrent demain, il faut quand même nous appeler. Complémentarité avec d'autres dispositifs de soutien. Donc il y a effectivement des conditions pour le cumul avec notamment France 2030.
Et donc, c'est possible. Il faut vérifier, bien sûr, toujours cette notion de pourcentage de financement, de façon à ce qu'on ne surfinance pas les projets. Donc ça, c'est pour ce premier exemple. Et donc, pour apporter un peu plus de concret, on a donc une surface de 6 hectares qui a été identifiée en Moselle. On a ce qu'on appelle une impasse sylvicole, parce que tous les arbres sont secs sur pied. Il y en a d'ailleurs qui ont commencé à tomber par terre au moindre coup de vent, parce que les arbres dépérissent très très vite. Vous connaissez ces problématiques. Donc on a prévu une plantation. Cette plantation, en considérant l'ensemble des coûts, c'est-à-dire enlever, nettoyer la parcelle, se fournir en plan, planter, etc., on atteint un budget de 54 000 €. Et donc, on a un financement via le fonds de compensation qu'on peut ramener à l'hectare, 7 000 € l'hectare, et qui permet un taux de couverture de 78% des coûts du projet. Donc on est ici sur un projet réel qui est très très représentatif de ce que malheureusement les forêts endurent aujourd'hui dans la région. Petit focus maintenant sur les projets bâtimentaires. Les projets bâtimentaires, donc pour reprendre un petit peu les différents types, rappelons qu'il y a à la fois des sujets de réemploi, à la fois des sujets d'intégration de matériaux biosourcés ou bas carbone dans le projet de rénovation. Et il va falloir, pour notamment l'intégration de matériaux biosourcés, il faudra atteindre le niveau BBC Rénovation en termes de performance du bâtiment. Ces travaux et cette éligibilité, elle est aussi cumulable avec le dispositif des certificats d'économie d'énergie, puisqu'ils ne se double comptent pas l'un et l'autre. C'est aussi potentiellement cumulable avec le fonds vert ou avec d'autres aides locales que vous connaissez. Bâtiment neuf, donc là, bâtiment neuf, on n'a pas de logique d'économie circulaire puisqu'on est en train de construire un bâtiment neuf. Par contre, on peut aussi utiliser ces fameux matériaux biosourcés à travers effectivement la construction bois principalement. Donc, on peut avoir les deux en même temps. Ce matin, on a eu la chance de discuter de différents collèges en cours de rénovation. Et donc, on avait par exemple un collège qui est rénové, mais qui prévoit une extension. Dans ces cas de figure-là, on a bien un grand projet, mais dans lequel on va avoir un dossier de rénovation sur la partie qui est rénovée, et puis un dossier relatif à l'extension qui, lui, va traiter de la partie bâtiment neuf. Donc, un chantier global peut finalement donner lieu à deux projets en différenciant bien les surfaces. Donc là, pour le neuf, on est quand même sur des bâtiments qui doivent faire 500 mètres carrés de surface de plancher, et il faut qu'on s'inscrive dans la RE 2020 niveau 2025. Et ce qui va être considéré, c'est l'intégration, c'est la quantité de carbone, c'est-à-dire le carbone qu'on va retrouver dans les produits biosourcés. Donc c'est la quantité de carbone qui est additionnelle par rapport au seuil réglementaire de la RE 2020. C'est la philosophie, en tout cas, du label bas carbone, c'est de financer de la surperformance, de financer de l'additionnalité par rapport à ce qu'on aurait pu faire traditionnellement. Là aussi, complémentarité avec d'autres dispositifs de soutien, que ce soit des aides françaises ou européennes d'ailleurs, il y a aussi des cumuls possibles. Donc un exemple, donc une rénovation, donc
Principalement, le driver, c'est la rénovation énergétique, hein. C'est quand même on va dire, l'un des leviers qu'on observe le plus. Mais dans la rénovation énergétique, on peut aussi jouer sur les matériaux, sur les produits, de façon à stocker du carbone et éviter d'en émettre davantage. Donc là, dans notre exemple, on est sur une école. Plus généralement, c'est un complexe de plusieurs bâtiments avec 2 bâtiments d'école et une garderie. Et donc des travaux qui vont avoir lieu, hein. Encore une fois, on étudie et on a l'habitude d'étudier des plans pluriannuels d'investissement. Donc, vous pouvez tout à fait nous envoyer des listes de futurs chantiers, même à des phases assez voilà, dans des phases de réflexion, même au tout début. Et donc, on va étudier chacun des projets du PPI. Donc là, ici, ce sont des travaux qui auront lieu l'année prochaine, qui vont démarrer l'année prochaine et qui vont se finaliser en 2025. Et donc là, on a principalement du réemploi qui a été mobilisé avec un certain nombre de portes, donc toutes les portes coupe-feu, les portes battantes, de la brique aussi de parement, parce que on peut avoir de la brique de parement qui est tout à fait réutilisable. Parfois, on a de la brique de parement qui est réutilisée au sol. Parfois, c'est l'inverse. Donc, il y a aussi des changements d'usage possibles de ces produits et matériaux. Ce sont aussi des carrelages, ce sont des vasques, ce sont des gaines techniques. Enfin, on a une liste. En fait, on fait vraiment un listing exhaustif de tout ce qui va pouvoir être réemployé. Donc là, on a un exemple avec 188 tonnes équivalent carbone. Et le label bas carbone permet de financer une grande partie de cette ingénierie du réemploi. C'est-à-dire que parfois, on aura besoin d'un AMO réemploi. Parfois, on aura l'architecte qui va nous aider à identifier ces flux de réemploi, etc. En fait, la valorisation de ces réductions d'émissions, elle permet de payer les parties prenantes qui vont travailler à identifier ces flux de réemploi, permettre le réemploi et flécher chaque produit vers sa nouvelle affectation sur le site. Et là, quand on parle d'ingénierie du réemploi, c'est sans compter, c'est sans considérer finalement tout le gain substantiel lié au fait qu'on n'ait pas acheté un équivalent neuf. Et donc ça, c'est évidemment en plus dans ce calcul. La méthode considère en plus l'usage donc de produits bas carbone. Et donc ça, c'est aussi des volumes en tonnes équivalent carbone supplémentaires qui peuvent venir renforcer ce chiffre. Donc, admettons qu'on ait par exemple un isolant à base de fibres de bois plutôt qu'un polystyrène extrudé. On va avoir un produit qui va séquestrer du carbone. Et donc, ça peut permettre de varianter un petit peu les chantiers et tout simplement de proposer des alternatives biosourcées à d'autres types de produits plus classiques. Petit détail aussi, juste pour finir, effectivement, il y a le futur fonds vert dont on ne connaît pas encore tous les contours, mais il y aura évidemment une attention particulière via cette intégration de produits biosourcés. Évidemment, ça va jouer dans votre argumentaire pour l'obtention d'autres aides. Sur la partie agricole, alors on revient un petit peu dans le vivant. Les haies bocagères, donc haies bocagères, ça sous-entend deux choses. Ça sous-entend la plantation d'une haie là où il n'y en avait pas du tout, ou alors le travail sur une haie existante, c'est-à-dire de revoir un petit peu la façon dont on gère
la haie, de faire peut-être certains regarnis de façon à avoir une haie qui va être beaucoup plus importante et donc séquestrer plus de carbone. Donc ça marche quand on n'a rien, ça marche quand on a quelque chose en place et qu'on va travailler sur de l'existant, à l'améliorer, à le regarnir, à le densifier et donc à avoir une haie telle qu'on peut la voir sur la photo à droite. Les haies bocagères, elles s'inscrivent dans la logique des plans de gestion durable. Et en fait, le label bas carbone nous demande donc, pour justifier de cette gestion de la haie, d'intégrer la haie dans un plan de gestion durable et donc de le déclarer. Et donc, on peut renouveler après ce plan de gestion qui va durer pendant 5 ans. Donc, cette logique de plantation de haies et de plan de gestion durable exclut de facto les coupes rases. Donc, c'est aussi une façon vraiment de sanctuariser de la haie et d'essayer de limiter finalement leur destruction. Un exemple, donc je précise que ça peut être mis en place aussi bien sur du foncier agricole, donc c'est les haies bocagères dont on parle, mais ça peut aussi être intégré sur d'autres types de fonciers. Et donc là, on a un exemple avec 3,4 km de linéaire et le calcul sur 5 ans nous permet de générer 84 tonnes équivalent carbone pour un coût global d'implantation de 25 000 €. Donc là-dedans, il y a vraiment tous les coûts du projet. Et le label bas carbone permet de financer à hauteur de 3 000 €, c'est-à-dire que ça permet de financer l'intégralité de la main-d'œuvre de plantation. Là encore, sur les haies, cumul possible avec d'autres aides type aide régionale, bien évidemment. Autre type de projet dont on a parlé très rapidement tout à l'heure, les vergers. Donc, la plantation d'un verger, là encore, pour être additionnel, toujours cette logique d'additionnalité dans le label bas carbone. Pour être additionnel, l'idée c'est de planter un verger là où il n'y en a pas et donc d'augmenter de la surface de verger. C'est ça vraiment l'objectif. Donc ça va fonctionner pour des exploitations agricoles, par exemple, qui ont des parcelles qui ne souhaitent plus exploiter, par exemple, en culture céréalière, ou alors qui sont en prairie temporaire, et qui vont finalement basculer sur du verger. Donc, les surfaces éligibles, ça peut être aussi de la viticulture, des prairies permanentes, vraiment dans certains cas, et tous les types de vergers sont possibles. Ce qu'on a évidemment principalement dans votre région, ce sera aussi, ce sera surtout de la pomme, de la poire, etc. Toujours un petit critère de densité. Ces densités-là en verger sont les mêmes. Les densités d'éligibilité au label bas carbone sont les mêmes que celles de FranceAgriMer. Et donc, il y a un parallèle assez fluide entre ces deux dispositifs, donc les financements FranceAgriMer et le label bas carbone. Donc, il ne faut pas hésiter à mobiliser les deux en même temps, d'autant plus que FranceAgriMer, c'est souvent une petite partie du financement qui est prise en charge et pas du tout la totalité qu'on peut considérer dans le label bas carbone. Donc on sait qu'on peut toujours cumuler les deux. Alors un exemple chiffré, donc là on est sur
une ancienne parcelle agricole qui donc va être transformée en verger. 2 hectares 77. Là, on a en plus une conduite culturale qui est certifiée HVE, donc on peut aussi suivre via le label bas carbone un certain nombre de co-bénéfices, comme par exemple des certifications HVE ou agriculture biologique. Donc ça, c'est des choses qui font partie aussi du dossier, mais qui ne sont pas obligatoires, c'est optionnel. Donc là, en l'occurrence, c'est une exploitation qui a été vers cette certification HVE. On a un calcul des tonnes équivalent carbone qui porte donc le projet à 145 tonnes équivalent carbone, et ça représente un financement d'environ 5 000 €, ce qui correspond à 20% des coûts du projet, avec, encore une fois, la possibilité de cumuler avec les aides FranceAgriMer. Méthodes agricoles, donc pour la partie, même si les vergers relèvent de l'agriculture, sur la partie, on va dire plutôt élevage et grande culture, en fait, ce qui est éligible et ce qui est accompagné par le label bas carbone, c'est les transitions de pratique. C'est-à-dire qu'on va en fait accompagner l'exploitant dans une transition de pratiques agricoles, et l'idée, c'est d'augmenter les pratiques qui vont stocker du carbone et de limiter les pratiques qui vont déstocker du carbone. Et donc ça se fait en fait sur un mix de leviers, un plan d'action qui est mis en place par l'exploitant pendant 5 ans. Et donc au titre du label bas carbone, on va faire un diagnostic initial, un plan d'action pour accompagner toute cette transition pendant les 5 ans. Et c'est ça qui va nous permettre de générer ces réductions d'émissions. Et donc, on n'a jamais un seul levier qui fonctionne tout seul, parce que finalement, tous ces leviers sont en interaction les uns avec les autres. Quand on réduit d'un côté, on ajuste de l'autre, et inversement. Et donc là, on a quelques exemples de leviers. Évidemment, toutes les infrastructures pour réduire les consommations énergétiques des infrastructures de l'exploitation. C'est le travail du sol, donc limiter le travail du sol de façon à éviter de déstocker du carbone. C'est les fertilisants, c'est l'autonomie protéique des élevages, donc les leviers, on va dire, plutôt alimentaires, conduite de l'élevage. C'est tous ces leviers en fait qu'on vient actionner de façon sur mesure, parce que chaque exploitation a un niveau d'avancement différent et a des ambitions différentes, et donc ce plan d'action est toujours adapté. Et là, évidemment, on incite les exploitants à se tourner vers les expertises de terrain, que ce soit des bureaux d'études privés, mais aussi évidemment les chambres d'agriculture, enfin vraiment toutes les parties prenantes avec lesquelles il est à l'interface au quotidien, et qui pourront l'accompagner pour faire cette transition. On peut avancer avec un exemple. Donc là, du coup, le premier sujet, c'est les élevages de bovins laitiers. Il peut y avoir aussi bovins viande, hein, les deux, ça fonctionne aujourd'hui. Plus tard, on aura d'autres méthodes label bas carbone sur d'autres types d'élevage, élevage porcin, élevage ovin, etc. Là, pour l'instant, ce qui est aujourd'hui très déployé, c'est la partie élevage bovin. Et donc, on a un projet type où on a un travail sur plusieurs leviers, comme on vient de le dire, à la fois sur l'alimentation, donc on va vraiment travailler l'alimentation et notamment l'ajout de lipides dans la ration, mais pas que, pour permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre, à la fois de l'élevage en lui-même, mais aussi des importations de produits potentiellement. On a aussi un travail sur les prairies, puisque les prairies temporaires sont des gros stocks de carbone. Donc évidemment, plus on
plus on a de vaches au champ, comme on dit, voilà, plus on a de surface, plus elles peuvent passer du temps dans les prairies, et ben, mieux c'est, à la fois pour le confort animal, mais aussi pour le stock de carbone, parce que plus on a de prairies, ben, plus on stocke de carbone. Et quand on met en place des cultures, eh bien c'est la même logique. On va travailler sur le stock de carbone sur l'exploitation. Donc là, on a un exemple avec toujours cette projection sur 5 ans, 696 tonnes équivalent carbone, et donc un financement d'un peu plus de 22 000 €, ce qui représente un revenu complémentaire pour l'exploitant de 4 500 € par an. Alors, on en a terminé, merci Nicolas, on en a terminé pour la présentation de des projets éligibles et quelques cas concrets qui, je l'espère, vous ont donné quelques idées. Donc, il nous reste 10 minutes environ pour ce webinaire. On va terminer comme prévu par une séance de questions-réponses. Alors, on a reçu quelques questions. Alors, la première, est-ce que la conversion de véhicules thermiques en véhicules électriques peut être financée par le fonds? Alors, aujourd'hui, ce type de projet n'est pas éligible. Il n'est pas éligible car il n'y a pas de méthode label bas carbone qui existe sur ce type de projet. En revanche, et ça c'est ce que disait Nicolas en introduction de son intervention, c'est un cadre réglementaire évolutif. Donc le label bas carbone, il est encadré par le ministère de la Transition écologique. C'est le ministère qui développe ce qu'on appelle des méthodes, qui dit quel type de projet est éligible. Et une fois que la méthode a été publiée, ça veut dire que ce type de projet est éligible et ça veut dire qu'on a tous les paramètres pour calculer les tonnes de CO2 enfin les réductions d'émissions qui sont éligibles et faire une proposition de financement. Donc au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de méthode label bas carbone sur ce type de projet. En revanche, il y a des méthodes qui sont, il y en a un certain nombre même qui sont en cours de construction et qui vont être, qui seront publiées, qui seront actives dans les prochains mois et prochaines années. C'est compliqué de vous donner une échéance, on n'a pas forcément un calendrier très très précis. Ce qui est sûr dans les nouvelles méthodes, c'est que, et on en a parlé, vous avez la méthode ville arborée qui devrait normalement être publiée d'ici la fin de l'année. Mais on n'a pas aujourd'hui de calendrier sur les prochaines méthodes. Donc aujourd'hui, ce type de projet, il n'est pas éligible. Et je me rends compte qu'on a également une question sur les îlots de sénescence, donc un sujet forestier. Et c'est effectivement un sujet dont on nous a beaucoup parlé depuis la création du fonds. Alors, les îlots de sénescence, c'est pareil, c'est aujourd'hui pas éligible. Par contre, il y a des discussions au sein du monde forestier pour rendre ces types de projets éligibles. Mais au jour d'aujourd'hui, ça n'est pas labellisable label bas carbone, donc pas éligible. Alors, question sur le calendrier des financements. Est-ce que les financements sont reçus avant, pendant ou après la réalisation du projet? Alors, très bonne question. Tout va dépendre du type de projet et tout va dépendre aussi de vos besoins en financement. Vous avez, alors, premièrement, du type de projet. Les projets forestiers, par exemple, ce qui est classique, c'est de faire un premier versement en début, donc à la commande des plans, à la sécurisation du projet. Et puis vous avez un autre versement conséquent qui est à la fin des travaux de plantation. On prévoit aussi très souvent un dernier versement à la fin du projet label bas carbone, c'est-à-dire au moment de la vérification des réductions d'émissions. Ça, c'est un exemple pour la forêt. Pour le monde agricole, généralement, c'est des rythmes de financement qui sont un peu plus échelonnés sur le temps, sachant que certaines méthodes sont plus des changements de pratique.
donc qui nécessite en fait un financement qui est constant sur toute la durée du projet. Néanmoins, ça c'est des standards, tout est envisageable, et nous, le but, c'est quand même qu'on arrive à financer le projet et que le projet se réalise. Donc, pour les projets que vous allez nous transmettre, le rythme de financement, c'est aussi un critère qu'on pourra discuter. Le but, c'est qu'on colle à vos besoins et que le projet se fasse. C'est le principal. Est-ce qu'il y a un fichier type à compléter pour soumettre un projet? Alors oui. Le fichier type, il est inclus en fait dans les documents qu'on a produits et qu'on va vous transmettre à l'issue de la réunion. Donc en fait, à l'issue de la réunion, vous aurez, alors peut-être pas dans le même mail, mais en tout cas, ce que vous aurez, donc vous aurez le replay et vous aurez aussi les fiches projets qu'on a construit avec Nicolas Carbonat. Qui est en fait un résumé un petit peu synthétique des types de projets éligibles, des éléments dont on a besoin pour commencer à préqualifier les projets. Et évidemment, vous avez une fiche type avec tous les éléments dont on a besoin pour commencer à travailler. Donc oui, tout ça vous sera transmis. Et encore une fois, si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à nous contacter, Nicolas et moi, soit par téléphone, soit par mail. On répondra à vos questions. Intéressant. Le devis de mes travaux a déjà été signé. Mon projet est-il toujours éligible? Alors, effectivement, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que ce qui est très important pour tous les types de projets dans le label bas carbone, c'est qu'il ne faut pas que les travaux aient déjà débuté. Dans le cas où vous avez signé le devis, mais que les travaux n'ont pas encore débuté, c'est toujours potentiellement éligible. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut qu'on notifie le projet avant le début des travaux. Par contre, et on a déjà eu le cas, où les travaux avaient commencé la semaine dernière, la semaine avant qu'on nous en parle. Bon, là, pour le coup, il n'y a rien à faire, évidemment. Le projet n'est plus éligible. Mais en tout cas, voilà, même si vous avez signé le devis, il y a toujours une opportunité que le projet soit éligible tant que les travaux n'ont pas commencé. Ah oui, ça j'en ai parlé, mais oui, effectivement, je vais le repréciser. Faut-il obligatoirement remettre un dossier complet au 20 décembre? Le délai est très court, mais j'ai un projet que je peux vous envoyer. Ok. Alors, c'est ce que je disais en introduction. Non, on n'a pas besoin d'avoir un dossier complet au 20 décembre. Par contre, il faut quand même qu'on ait un projet. Il faut quand même qu'on ait identifié un projet. Donc, ce qu'il va nous falloir, encore une fois, c'est de quel type de projet on parle. S'il s'agit de plantation de forêt, de rénovation de bâtiments, etc. Le planning, même indicatif, mais il faut quand même qu'on sache de quoi on parle. Ça ne sera pas la même chose, évidemment, si les travaux doivent commencer en 2024 ou si c'est juste une idée et que les travaux commencent en 2030. On ne le prendra pas de la même façon, évidemment. Nous, on vous demandera derrière quelques éléments. Et ensuite, on pourra se donner le temps de bien construire le dossier, de bien vérifier l'éligibilité après le 20 décembre. Voilà. Mais non, vous n'avez pas besoin de nous transmettre le dossier complet. Faites le maximum. Il faut qu'on ait le max d'éléments pour apprécier les projets, évidemment. Mais aucun stress sur le fait d'envoyer un dossier complet pour le 20 décembre. Acceptez-vous les projets hors département 57? Alors, aujourd'hui, les 3,3 millions dont on a parlé, ils sont dédiés au département de la Moselle. C'est pour ça qu'on a lancé cet appel à projet dans le département de la Moselle. Le but de cet appel à projet, et c'est aussi pour ça qu'on fixe une échéance à fin d'année, c'est de voir, d'identifier des nouveaux projets sur le territoire de la Moselle. Ensuite, nous, ce qu'on fera, c'est en début d'année 2024, on fera un bilan de cet appel à projet et on regardera si les 3,3 millions sont investis en totalité sur le département. Ensuite,
potentiellement, on pourra étendre au-delà du département de la Moselle, mais aujourd'hui, ça n'est pas d'actualité. Aujourd'hui, la priorité, c'est vraiment la Moselle. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que cette stratégie de dépense des fonds, c'est un travail qui est mené donc par nous, parce qu'en fait, c'est les obligations de gaz et l'énergie, mais c'est un travail qui est beaucoup discuté avec les autorités, que ce soit le ministère de la Transition écologique, que ce soit la préfecture, l'État local, voilà, beaucoup de contreparties. Donc, tout ça est discuté. Mais en tout cas, aujourd'hui, là, on est hyper concentré sur le département de la Moselle, au moins jusqu'à la fin de l'année. Alors, est-ce que l'achat de nouvelles machines agricoles, type passage en semi-direct, est éligible? Ou l'achat de matériel pour l'entretien de haies existantes? Alors, peut-être Nicolas, si tu peux répondre. Oui, ouais, effectivement. Alors, c'est une question intéressante parce que comme l'unité de mesure du label bas carbone, c'est les tonnes équivalent carbone générées, en fait, on ne va pas trop se poser la question d'assiettes de dépenses éligibles ou de coûts qui seraient éligibles. Donc, oui, c'est plutôt l'action que vous allez faire en termes de non-travail du sol, ou en tout cas de réduire le travail du sol avec le semi-direct, etc. C'est l'action et les bénéfices au niveau du carbone dans les sols qui vont permettre de rémunérer effectivement le projet, et donc qui vont vous permettre de rémunérer l'achat du matériel. Même chose sur les haies, même chose sur toute l'exploitation en fin de compte. Donc, ce qui va être valorisé, c'est surtout ce qui est permis, ce que vous arrivez à générer grâce à ces nouveaux équipements. Et donc, oui, c'est tout à fait des choses qui nous intéressent et qui rentrent dans les calculs des générations de ces tonnages équivalents carbone. Après, selon ce que vous achetez, effectivement, vous avez... vous allez le jouer sur ces différents leviers dont on a parlé dans la partie de transition des pratiques. Alors, on a tout juste le temps de prendre une dernière question. Un nouvel, ah oui, bon, c'est un petit peu similaire à ce qu'on a, à ce qu'on a eu tout à l'heure. Est-ce qu'un nouvel appel à projet en Moselle sera lancé en 2024, voire plus tard? C'est la même réponse. Aujourd'hui, donc, on a un appel à projet qui existe, qui se termine en fin d'année. Donc, c'est les règles aujourd'hui. En fait, tout va dépendre des résultats qui vont sortir sur le premier appel à projet. S'il nous reste une enveloppe à dépenser. Un point aussi important, ce que j'ai dit un petit peu en introduction, c'est que le fonds, il est doté de 7 millions d'euros. Donc, il nous reste 3,3 millions à dépenser, mais ça n'est pas la dotation finale. La centrale Émile-Huchet, elle va continuer à produire. Elle doit aussi compenser ses tonnes en 2024. Et donc, le fonds sera aussi abondé au regard de la production de 2024. Donc, aujourd'hui, les règles pour 2024 et pour la suite, elles ne sont pas écrites. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est un appel à projet en Moselle jusqu'à la fin de l'année. Mais évidemment, s'il y a un nouvel appel à projet mosellan ou même un appel à projet peut-être plus large, évidemment, tout cela sera communiqué dans les meilleurs délais. Voilà. Peut-être, alors on a dû se dépasser. En conclusion, alors, encore une fois, donc, vous aurez tous les éléments, la présentation, les fiches projet avec les éléments à nous transmettre, le replay du webinaire. Les fiches projet, elles décrivent, encore une fois, les projets qui sont éligibles au regard des méthodes label bas carbone. Peut-être que certains projets peuvent paraître peut-être un peu restreints.
avec un cahier des charges restreint. Si vous avez le moindre doute, il ne faut pas hésiter à nous remonter les projets. C'est notre boulot d'essayer de voir si l'éligibilité fonctionne ou pas. Donc, si votre projet peut-être ne s'inscrit pas tout à fait dans les critères, en fait, il y a peut-être certains paramètres qu'il faut travailler pour rendre le projet éligible. Donc, voilà, je pense qu'il faut que vous profitiez aussi de cette opportunité de nous transmettre tout de même les projets. Et puis, pour vous donner une chance de les rendre éligibles au label bas carbone et de les financer par le fonds de l'alimentation. Voilà, c'est vraiment un appel. N'hésitez pas à nous remonter vos projets et on fera le maximum pour les rendre éligibles et les financer par le fonds. Je vois qu'on a eu d'autres questions depuis. Ce que je vous propose, c'est, comme dit en introduction, on va arrêter là pour la diffusion du webinaire. On va prendre toutes vos questions, y compris celles qui ont été déjà répondues. On va rédiger une FAQ et on publiera la FAQ, et donc vous aurez l'ensemble des questions et des réponses qui, j'espère, vous aideront. Voilà. Merci à tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. Merci à Camille, merci à Nicolas d'être intervenu. Encore une fois, vous aurez nos contacts et tous les documents dont vous avez besoin pour nous envoyer les projets. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Merci beaucoup. À très vite.